Bonjour mes amis. Aujourd'hui, au coin de l'âtre, nous parlerons relativité. En physique, comme dans d'autres domaines, certaines choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Tout dépend du point de vue. Les travaux d'Einstein, publiés alors que la physique était en crise au début du siècle dernier, ont bouleversé notre conception du monde. Une théorie en particulier, que j'ai introduite dans la vidéo précédente, la relativité restreinte. Avant de nous aventurer dans ce domaine étrange, je vous propose un rappel de deux concepts fondamentaux en physique qui vont nous permettre de mieux la comprendre. Le premier de ces concepts est celui de référentiel galiléen, nommé ainsi en hommage à Galilée, considéré comme le fondateur de la physique. Un référentiel galiléen ou référentiel inertiel est un système de coordonnées de l'espace dans lequel tout corps sur lequel ne s'exerce aucune force est en mouvement de translation rectiligne uniforme. Voilà pour la définition. La surface de la Terre, l'intérieur de votre auto, d'un train ou d'un avion, à condition qu'il n'accélère pas ni ne freine, la Station spatiale internationale, la surface de la Lune, etc., sont autant de référentiels inertiels distincts. Le deuxième concept fondamental est celui de relativité. Il stipule que les lois de la mécanique s'expriment de la même manière dans tous les référentiels inertiels. Allons mener une petite expérience dans le métro pour tester cette affirmation. Si je lâche cette balle dans la rame de métro en mouvement, elle tombe verticalement à une vitesse calculable. Si je reproduis cette expérience dans un autre référentiel inertiel, en l'occurrence sur le quai, la balle tombe là aussi verticalement à une vitesse calculable de la même manière. Les lois de la mécanique sont les mêmes, quel que soit mon référentiel inertiel. Si les résultats de deux expériences identiques sont les mêmes dans chaque référentiel inertiel, qu'en est-il d'un référentiel à un autre? Lorsque je lance cette balle dans mon référentiel rame de métro, sa vitesse est égale à la distance qu'elle parcourt en fonction d'un temps donné. Vu depuis le référentiel du quai, la même expérience donne un résultat différent, car dans le même temps, la balle a parcouru une plus grande distance. Sa vitesse V' est plus grande dans ce référentiel. Sa vitesse est différente qu'elle soit mesurée depuis l'intérieur de la rame ou depuis le quai. Vu depuis le quai, la vitesse de la balle est la somme de la vitesse mesurée dans le référentiel rame de métro et de la vitesse du référentiel rame de métro lui-même par rapport au référentiel quai. Le passage d'un référentiel à un autre se fait mathématiquement par une opération appelée transformation de Galilée, qui revient simplement à additionner les vitesses. C'est le principe d'additivité des vitesses dont on fait l'expérience au quotidien. V' est égal à V plus grand V, avec grand V la vitesse relative entre les référentiels. C'était en suivant ces concepts intuitifs que les scientifiques du XIXe siècle, comme Michelson et Morley, s'attendaient à mesurer une vitesse de la lumière différente suivant le référentiel choisi. On comprend mieux le casse-tête que le résultat de leur célèbre expérience a créé. La vitesse de la lumière dans le vide reste la même quel que soit le référentiel choisi. Cela veut dire que si je mesurais la vitesse de la lumière, provenant par exemple d'une lampe, dans la rame de métro depuis le quai, cette vitesse serait la même que celle mesurée directement dans la rame ou dans n'importe quel autre référentiel inertiel d'ailleurs. Cette réalité observée va à l'encontre du principe d'addition des vitesses de la relativité galiléenne. C'est là qu'Einstein rentra en jeu, afin de réconcilier le principe de relativité de Galilée avec le fait observé que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Il proposa en 1905 une nouvelle théorie de la relativité, plus complète, que plus tard on appellera théorie de la relativité restreinte, car elle est restreinte au référentiel inertiel. Cette théorie repose sur deux principes. Le premier est que les lois de la physique, sauf la gravitation, sont identiques dans tous les référentiels inertiels. Le second est que la vitesse de lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels inertiels. Cette hypothèse sur l'invariance de la vitesse de la lumière a des conséquences surprenantes. La simultanéité des événements, le temps lui-même et les longueurs qu'on pense intuitivement immuables deviennent des valeurs propres à chaque référentiel. Deux événements peuvent dès lors apparaître simultanés dans un référentiel et séparés dans le temps dans un autre. Les longueurs et le temps peuvent se contracter ou se dilater d'un référentiel par rapport à un autre. Cela peut nous paraître étrange car la relativité du temps et des longueurs n'est pas quelque chose dont nous faisons sensiblement l'expérience. En effet, ces phénomènes ne deviendraient perceptibles pour nous qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Cela est prouvé mathématiquement de manière simple. Avec la relativité restreinte, la transformation des paramètres d'un référentiel à un autre ne se fait plus avec la transformation de Galilée, mais avec la transformation de Lorentz plus complète.
Nommé d'après Hendrik Lorentz, qui la développa au départ pour réconcilier vitesse de la lumière constante et éther luminifère, la formule est la suivante. V' égale petit v plus grand V, divisé par 1 plus grand V fois petit v sur c au carré, avec c, la vitesse de la lumière dans le vide. On constate que pour des vitesses faibles, qui nous sont familières, la vitesse de la lumière est tellement plus grande que le terme petit v divisé par c au carré tend vers 0, et l'équation devient alors V' égale petit v plus grand V. On retrouve la formule d'additivité des vitesses de la mécanique classique. Cela démontre bien que l'effet relativiste est négligeable pour les faibles vitesses. La relativité galiléenne est une approximation valide dans la vie de tous les jours. Si la science-fiction a rendu populaire ses effets de dilatation du temps et de l'espace, dans le cadre de voyages spatiaux imaginaires, dont le film Interstellar en est un très bel exemple, ces effets n'en sont pas moins réels et les prendre en compte est indispensable à la mise en œuvre de nombreuses technologies de pointe. Par exemple dans les accélérateurs de particules. Des particules instables, accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, nous apparaissent exister plus longtemps qu'en dehors de l'accélérateur. D'après une étude sur le sujet, la durée de vie moyenne d'un muon est de 2,2 microsecondes. En mouvement dans l'accélérateur à 99,9% de la vitesse de la lumière, elle est mesurée à 64,4 microsecondes. À cette vitesse, le temps s'écoule donc 29 fois plus lentement du point de vue de la particule. Un exemple plus parlant est celui des systèmes de positionnement par satellite comme le GPS. Le système GPS est formé d'une constellation de satellites dont la vitesse autour de la Terre est d'environ 14 000 km/h. Son principe de fonctionnement est basé sur le temps. Chaque satellite embarque une horloge atomique d'une grande précision et transmet par radio en continu le temps de cette horloge et sa position. Puisque ces signaux voyagent à une vitesse constante, la vitesse de la lumière, le récepteur GPS dans votre auto détermine à quelle distance chacun des satellites se situe par rapport à lui en comparant les signaux de temps reçus des satellites au temps de sa propre horloge. La position de chaque satellite étant connue, la technique de trilatération permet de déterminer rapidement une position sur la surface de la Terre à quelques mètres près. Pour atteindre ce niveau de performance, les horloges doivent rester parfaitement synchronisées. Or, du fait de la vitesse constante du satellite par rapport à la Terre, les effets de la relativité restreinte se font sentir. En effet, l'horloge dans les satellites n'est pas dans le même référentiel inertiel qu'une horloge sur la surface de la Terre. La théorie d'Einstein prédit que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans chaque référentiel, ce qui est effectivement le cas. On peut calculer la dilatation du temps de l'horloge du satellite par rapport à celle de la Terre, là encore grâce à la transformation de Lorentz. Le nombre obtenu représente le facteur de différence entre le temps du référentiel terrestre et celui du référentiel satellite. Si on le multiplie par le nombre de microsecondes dans une journée, on obtient 7,2 microsecondes. Cette durée est très petite, car la vitesse du satellite par rapport à la Terre est très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Néanmoins, elle ne peut être négligée dans le cas du système GPS. Aussi, pour que les horloges dans les satellites battent le même temps que celles sur Terre, elles sont réglées de manière à être un tout petit peu plus lentes que ces dernières pour compenser les effets de la relativité. Vous allez me dire, pourquoi plus lentes si elles perdent déjà du temps chaque jour? C'est pour compenser un autre effet relativiste plus important, lié à la gravitation. Mais ce dernier dépend de la relativité générale. Et nous en parlerons une prochaine fois.